N'ayant toujours pas reçu ma lettre délivrée par hibou, que j'attends pourtant depuis ma plus tendre enfance, au point que je me suis déjà retrouvé gare de Lyon avec un chariot à foncer entre les voies 9 et 10, longue histoire, je me suis dit que ce serait pas mal de revenir ensemble sur l'une des plus grosses sagas cinématographiques qui n'ait jamais existé. N'étant pas une personne très calée sur la littérature, bien que j'ai fait un bac L il y a de ça 15 ans, je sais pour le coup que les phénomènes littéraires sont presque aussi vieux que la littérature elle-même. Les grands auteurs n'ont pas attendu l'existence des médias pour voir leurs œuvres mondialement reconnues, le bouche à oreille ayant toujours correctement fait son travail, bien qu'il y a quelques années, l'accès à la lecture n'était réservé qu'à une certaine classe de la population. Et s'il y a un succès littéraire mondialement reconnu à notre époque au point d'en devenir un phénomène, c'est bien sûr 50 nuances de Grey. Da Vinci Code? Millennium? Harry Potter, saga littéraire comptant 7 tomes, initiée en 1997 et achevée en 2007, par l'autrice à succès et accessoirement transphobe J.K. Rowling, qui a littéralement fait rêver une grande partie des adolescents du monde entier. Alors on va évacuer le sujet directement, car je sens déjà la question vous brûler les lèvres concernant Madame Rowling, faut-il séparer la femme de l'autrice? Bah ce sera à vous d'y répondre, vous avez 4 heures. Personnellement, je pense que cette question est plus complexe qu'il n'y paraît, et que pour correctement y répondre, il faut examiner chaque situation au cas par cas. Ce qu'on n'est pas censé faire dans cette vidéo. Mais concernant J.K. Rowling, j'ai envie de dire que je m'en fous. Parce qu'aujourd'hui, Harry Potter a largement dépassé la personne de J.K. Rowling. Harry Potter, donc, est aujourd'hui un monument de la pop culture, au point qu'on commercialise à peu près tout et n'importe quoi autour de cette licence. Nous avons les films, qui seront le sujet de cette vidéo, des bonbons, des peluches, des puzzles, des jeux vidéo, des Lego, des stylos, des housses de couette, des gourdes, des attractions, et bien sûr de superbes coffrets steelbook. Non mais regardez-moi cette merveille, je chiale tellement c'est beau putain! Les films Harry Potter ont été un raz-de-marée qui a duré 10 ans, de 2001 à 2011, au point que tout le monde connaît cette saga, au même titre qu'aujourd'hui, tout le monde connaît Star Wars. Que vous ayez vu les films ou non, que vous aimiez la saga ou non, vous n'avez pas pu passer à côté du phénomène qu'a été la sortie des 8 longs métrages Harry Potter. Et personnellement, je m'inclus dedans. J'ai été voir le premier qui est sorti littéralement l'année où j'étais en classe de 6ème, donc pile dans l'âge ciblé par les exécutifs de la Warner. La Warner ? J'ai vu les films, lu les bouquins, et même si je ne me suis jamais considéré comme un fan de la licence, ouais, j'ai bien été pris dans le truc à l'époque. Et je dis bien à l'époque, car aujourd'hui, même si j'apprécie l'univers d'Harry Potter, j'en suis un peu redescendu. Et il faut que vous l'entendiez, même si ça va faire mal à certains, Harry Potter, c'est pas un truc si extraordinaire. Le succès est extraordinaire, l'écho est extraordinaire, le fait que ça perdure dans le temps au point de plaire encore aux gamins d'aujourd'hui est extraordinaire. Mais quand je revois les films, plus le temps passe, plus je trouve qu'on est loin d'être sur une saga de très grande qualité. Désolé. Alors, on respire, on met pas de pouce rouge et on arrête d'écrire ce commentaire qui m'explique que j'ai rien compris parce que oui, je vois tout, mais à la place, on prend un truc à boire, un truc à grignoter et on se détend, car je vous propose, sorcières et sorciers, de plonger avec moi dans l'univers de Harry Potter, la saga que je déteste aimer. Je sais que 99% d'entre vous ont vu les films, mais comme on m'a appris en filière littéraire à toujours contextualiser, Commençons par le commencement. De quoi qu'est-ce que cette saga parle? Harry Potter se passe dans un monde où les sorciers existent et évoluent dans une société parallèle cachée du monde ordinaire dénuée de pouvoirs magiques. On nous raconte l'histoire de Harry, qui est élevé par son oncle et sa tante après que ses 2 parents aient été tués par Lord Voldemort quand il n'était encore qu'un bébé. En le protégeant, sa mère l'a empêché d'être atteint par le sort du mage noir qui s'est retrouvé très affaibli, presque entre la vie et la mort après cet événement. À l'âge de 11 ans, Harry apprend qu'il est un sorcier et est admis à Poudlard, une école de sorcellerie, où il fera la rencontre de Hermione Granger et Ron Weasley, ses 2 meilleurs amis. Les 3 vont suivre des cours, mais aussi enquêter sur les mystères entourant le château, et plus précisément le retour de Voldemort, qui tente par plusieurs moyens d'atteindre Harry afin de le tuer. Oui, on est sur une histoire où un adulte veut littéralement annihiler un gamin de la surface de la Terre. Au fil des années, vous savez qui parvient à récupérer l'intégralité de ses pouvoirs, et des groupes se forment dans les 2 camps afin de se préparer à la lutte entre le bien et le mal qui doit arriver. Harry finit par découvrir qu'il est relié à Voldemort, l'un ne pouvant vivre tant que l'autre survit. Je fais vite, c'est un résumé. Ayant trouvé un point faible pour détruire celui dont on ne doit pas prononcer le nom, héros et antagonistes se retrouvent tous à Poudlard dans une confrontation finale où le bien finit par triompher, Voldemort étant rayé de la carte.
Comme je l'ai précédemment dit, la saga est composée de 8 films. Harry Potter à l'école des sorciers, dont le titre anglais n'a pas été correctement traduit, car la vraie traduction serait plutôt Harry Potter et la pierre philosophale, mais passons. Harry Potter et la chambre des secrets, Le prisonnier d'Azkaban, La coupe de feu, L'ordre du Phénix, Le prince de sang mêlé, et enfin la duologie sur les reliques de la mort, partie 1 et 2. Voilà, ça c'est fait, j'ai tenté de faire au plus court. Maintenant, prenons le temps de revenir un peu plus en détail sur le récit de Harry Potter, ses qualités, mais aussi ses défauts. Cela ne vous aura sûrement pas échappé, Harry Potter est l'archétype même de ce que l'on appelle le monomythe, ou le voyage du héros, théorisé par Joseph Campbell, à savoir une histoire à la construction bien balisée, vue et revue sur toute forme de médias. Cet archétype se distingue par sa structure qui ne change presque jamais d'un récit à un autre. Un héros, vivant dans un environnement trop petit pour lui, va voir son monde s'ouvrir et partir à l'aventure. Avec l'aide de son mentor et de ses amis rencontrés en chemin, ils lutteront tous ensemble contre les antagonistes et rencontreront de nombreux défis sur leur route. Le mentor finit par mourir après avoir transmis son savoir au héros, et le groupe finira, avec l'expérience accumulée et les péripéties surmontées, à vaincre les forces du mal et ainsi s'en sortir victorieux. Je vous ai volontairement passé beaucoup de détails, mais rien qu'avec ce petit descriptif, vous captez qu'on est sur un schéma qui peut s'étendre à énormément d'œuvres connues. Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, Matrix, Avatar, Dune et même le putain de Roi Lion, tous obéissent aux règles du monomythe au même titre que notre saga du jour. Harry Potter aborde également des thèmes simples et clichés, mais de manière relativement efficace, surtout pour un public adolescent. Des valeurs autour de l'amitié sont transmises, ainsi que certaines autour de la tolérance, le vivre ensemble, la loyauté, le courage ou la lutte contre le mal. Ces thèmes étant universels pour tout individu, peu importe son origine, son genre, son niveau de vie ou ses opinions politiques, la saga possède toutes les cartes en main pour demeurer un objet culte traversant les générations. Commençons par enfoncer les portes ouvertes. L'histoire de Harry Potter est plutôt bonne. Convenue, adaptée à son jeune public et pleine de facilité en tout genre, mais plutôt bonne. La mise en place de cette histoire est particulièrement réussie avec le début du premier film qui arrive à nous balancer une tonne d'informations sans que ce soit indigeste. Le concept de sorcellerie, l'histoire des parents de Harry, Voldemort, le chemin de traverse, ou encore la rencontre avec Ron et Hermione, tout est très fluide et se suit sans aucun déplaisir. Certaines idées narratives sont excellentes, comme le climax en 2 parties du prisonnier d'Azkaban, le retour de Harry après la 3e épreuve du tournoi des 3 sorciers qui voit les gens applaudir alors que il vient de vivre le pire traumatisme de sa vie, ou encore tout le traitement autour du grand méchant Voldemort, assurément efficace et mystérieux. La dualité entre Harry et celui dont on ne doit pas prononcer le nom est bien développée tout au long de la saga. Étant simplement une ombre planant sur Poudlard dans les premiers volets, il deviendra central au récit à partir du 5e film, quand bien même il est totalement absent du 6e. Harry ressemble beaucoup à Voldemort dans sa manière d'être, renforçant leur dualité. En effet, nous en apprenons beaucoup sur le passé du mage noir dans cette saga, et notre héros possède certains de ses traits de personnalité. Par exemple, Harry est un orphelin qui a grandi en compagnie de Moldus, et c'est un touche-à-tout qui réussit absolument tout ce qu'il entreprend. Il est également vantard. Il faut que je l'ouvre. Oui. Vous voulez que je l'ouvre? Oui. N'hésite pas à mentir pour parvenir à ses fins, et possède un léger mépris pour les règlements. Harry, c'est ce que vous savez qui aurait pu devenir s'il n'avait pas rejoint les forces du mal. Après, on peut légitimement se demander pourquoi Voldemort a attendu que Harry soit élève à Poudlard pour sortir de l'ombre. C'est le fait que Hagrid récupère la pierre philosophale qui lance toute l'histoire, merci, je suis au courant. Mais je sais pas, ça me paraît bizarre que le type soit resté bien sage pendant 10 ans et que d'un coup, il se lance sur plusieurs plans pour devenir le boss qu'il était avant de se faire bolos par un bébé. D'autant plus qu'il est pas au courant de la prophétie à cette époque. Alors pourquoi il a rien fait ? Comme vous le savez, Harry Potter nous parle d'un régime fasciste essayant de prendre le pouvoir sur un autre régime, pas fasciste, mais pas top non plus. Ah non, bah non, il est pas parfait le monde de Harry Potter. Genre les élèves qu'on catégorise et qu'on classe en fonction de leur personnalité? Non. Vous allez pas me dire qu'il n'y a pas une hiérarchie entre les maisons les gars, soyez de bonne foi. Moi, quand j'ai fait le test et que j'ai appris que j'étais Poufsouffle, ça m'a blessé. Du coup, j'assume pas et je porte une écharpe Gryffondor. Et ça, c'est pas normal. Parce que quand on te dit que les seuls avantages à être un Poufsouffle, c'est la botanique, la solidarité entre les membres et le fait que la salle commune soit à côté des cuisines, je suis désolé, mais ça pue un peu du cul. Mais c'est pas le seul problème avec les maisons, car on va parler français. Les Serpentards. C'est des fachos.
y a pas un seul élève issu de Serpentard qui soit positif dans le récit. C'est hyper stigmatisant. C'est limite si tu sens qu'ils ont pas envie de les avoir dans l'école. Même Slughorn, qui n'est pas un méchant, a des défauts bien gratinés, en mode gros élitiste qui forme un club privé avec ses élèves les plus doués. C'est quoi ça si c'est pas un comportement de droitard? À la fin, on a même McGonagall qui envoie tous les Serpentards au cachot sans même faire un petit tri entre les élèves. T'imagines, t'es en première année à ce moment-là? T'es censé le prendre comment? Et j'y pense, on en parle des elfes de maison? Ces esclaves qu'on peut maltraiter sans risque, qui sont conditionnés à bosser pour nous jusqu'à la mort et qu'on peut libérer en leur offrant un slip, même sale? Ah ouais, il est trop beau le monde de Harry Potter, ouais. Putain, je me suis perdu dans mes explications, moi. Ah ouais, on parlait des méchants. Ce régime fasciste, donc, est plutôt bien montré, faisant écho aux heures les plus sombres de notre temps. Par exemple, j'adore le personnage de Dolores Ombrage qui représente toute la subtilité de notre monde politique où les extrêmes s'insèrent subtilement dans les cases de notre quotidien. Ou pas toujours subtilement d'ailleurs. On pourrait également évoquer le costume des Mange-Morts dans La Coupe de Feu, étrangement semblable aux capuches du Ku Klux Klan. Petit à petit dans Harry Potter, la société s'extrémise, le fascisme est de plus en plus présent, et des gens comme Ombrage finissent par se retrouver décisionnaires dans des institutions au point d'en impacter le monde des Moldus. Harry Potter fonctionne comme une piqûre de rappel, nous expliquant que si nous n'y faisons pas attention, nous pouvons un jour devenir les fascistes que nous tentons de combattre. Et ça, c'est beau. Visiblement, on n'a pas écouté le message, mais bon, ça reste beau. Mais on va rester dans le moche, si vous voulez bien. On en parle de la sécurité à Poudlard? Ah non, c'est pas joli non plus, hein. Ah, y a beaucoup de choses à revoir niveau risques psychosociaux, là, les gars. Souvenez-vous du premier film. Hagrid dit ça. Y a pas d'endroit plus sûr, ça, non. Sauf Poudlard, peut-être. Bah paye ta sécurité. Entre les professeurs parasités par Voldemort, les bouquins possédés, les chiens géants à 3 têtes, les évadés qui s'infiltrent, les détraqueurs qui attaquent les élèves, les anciens mange-morts qu'on invite à table, les fachos qui deviennent profs, les profs qui tuent leurs collègues, sans oublier une famille d'araignées géantes et un putain de basilic. Oh les gars! Et ça encore, ce serait mignon si les professeurs avaient été des adultes responsables, soucieux de la sécurité de leurs élèves. Mais là, frérot, c'est n'importe quoi. Entre Madame Bibine, qui aurait pu aller chercher Londubat avant qu'il se casse le poignet, Quirrell, que tout le monde a accepté comme étant nul, McGonagall, qui envoie des premières années dans la forêt interdite en pleine nuit, Chourave, qui ne calcule pas un élève qui fait un malaise, Hagrid, qui présente un animal dangereux à des 3e années, ou Slughorn, qui ne réagit pas quand Ron est littéralement en train de crever sous ses yeux. Non, désolé, mais moi, j'y envoie pas mes gosses à Poudlard. Oh, vas-y, Ron, respire. Et au-delà de tout ça, la saga possède également un énorme problème narratif sur lequel je vais devoir revenir. J'ai pas envie d'entrer dans le discours « les livres sont mieux », mais... Un élément primordial du récit de Harry Potter a été totalement passé sous silence dans l'adaptation cinématographique, le mythos autour des baguettes magiques. Dans La Coupe de Feu, la baguette de Harry et celle de Voldemort se relient par un filament d'énergie. Les personnes tuées par le mage noir reviennent sous forme fantomatique et Harry finit par s'échapper via le porte-loin. Plus tard, quand notre héros explique cela à Dumbledore, sa seule réponse dans le film est « Priori incantato. Mais souviens-toi, tu as des amis ici. » Alors, c'est cool, il a fait du name-dropping, mais si on n'a pas lu les livres, on n'est pas plus avancé. Or, il s'agit d'un des événements les plus importants de la saga. En effet, dans le bouquin, Dumbledore rappelle à Harry que la baguette de Voldemort et la sienne sont jumelles, en atteste le discours d'Ollivander dans le premier volet. Il est étrange que ce soit cette baguette qui vous est convenue, quand on sait que sa sœur vous a fait cette cicatrice. Ainsi, aucune des deux baguettes ne peut attaquer l'autre, phénomène qui crée ce filament énergétique, empêchant Voldemort de s'en prendre frontalement à Harry. Cela est appelé Priori incantato. Et non pas Finite incantatem. La confusion est facile. Donc, en plus de ne pas pouvoir vivre tant que l'autre est vivant, les deux ne peuvent pas non plus s'envoyer des sorts à la tronche. Mais il est important que le spectateur possède cette information, car cela permet de correctement saisir le lien entre Harry et Voldemort et de comprendre les enjeux autour de celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Il cherche un moyen de pouvoir l'atteindre. Sauf que les films ont fait preuve de malice, car n'ayant pas expliqué le phénomène aux spectateurs, cela leur permet de pouvoir le reproduire à volonté.
Le duel légendaire entre Dumbledore et vous savez qui dans l'Ordre du Phénix est très efficace, notamment car le filament est de retour, rendant cet effet commun dans le monde des sorciers. C'est devenu comme dans Dragon Ball, quand deux personnages font un Kamehameha et tentent de tout donner pour que la technique atteigne l'adversaire. Simple et efficace. Mais cela n'est pas le seul souci avec les baguettes, car même la mort de Voldemort n'a pas correctement été expliquée dans les films. Lors du combat final, gentils et méchants se font face dans l'enceinte du château. Le héros et l'antagoniste livrent leur dernier face-à-face, Harry a le Kamehameha le plus puissant vu qu'il est le maître de la baguette de Suro, ce qui désarme vous savez qui, et pouf. Ce dernier finit comme la moitié des Avengers en 2018. Et de là, je me pose une question. Pourquoi Voldemort est mort? Juste avec les éléments des films, qui peut m'expliquer ce qui provoque la mort du mage noir? Le bouc n'a pas lancé un seul sort, il a juste été désarmé. Harry est le véritable maître de la baguette de Suro et par conséquent, vous savez qui ne peut pas l'attaquer avec cette baguette. Ok, mais pourquoi le fait de lui lancer un sort basique le tue? Sort basique qui n'a pas touché Voldemort, mais la baguette! Ça n'a aucun sens! Alors que, dans le bouquin, désolé, je vous promets que c'est la dernière fois que je la sors, au-delà d'avoir un duel verbal entre les deux qui tourne en cercle dans la grande salle qui est un passage ultra stylé, Harry ne désarme pas Voldemort. Voldemort se tue lui-même. Il lance un Avada Kedavra qui lui revient en pleine poire, car la baguette de Suro a reconnu son maître légitime en la personne de Harry et a donc renvoyé le sortilège vers le mage noir. C'est tout. C'est à la fois très logique, très surprenant et très brutal. Vous vous souvenez de Ron qui lance un sort avec une baguette cassée? Crash limace! Bah pareil, précédé d'un superbe échange où les deux se disent ce qu'ils ont sur le cœur, tout le mal que l'autre a provoqué chez eux et à quel point ils se haïssent. La fin de Voldemort dans les livres est percutante, celle dans les films est incompréhensible. Et vous serez d'accord avec moi que ces éléments autour des baguettes, c'est pas des trucs trop complexes à ajouter. Je demande pas la Coupe du Monde de Quidditch, hein. Mais supprimer des éléments d'intrigue si importants et manquer de logique à ce point sur des événements aussi capitaux, ça me paraît être une grosse erreur au niveau de l'adaptation. Et là, je suis sympa, je vous épargne le laïus sur la glace à l'ennemi dans le 7e film. Changeons de sujet. Les personnages de Harry Potter sont tous des archétypes, voire des caricatures, à commencer par notre trio de têtes formant un triptyque parfaitement équilibré dans sa conception. Nous avons le héros, malin mais pas trop, over-cheaté, curieux et surtout plein de courage. Ensuite, nous avons le clown, présent pour détendre l'atmosphère, mais néanmoins doué d'une certaine forme de sagesse émotionnelle, pouvant même parfois se montrer clairvoyant. Puis nous avons l'intellectuel, cultivé, à l'esprit fin et logique, faisant des liens entre beaucoup d'éléments scénaristiques. Ce trio est fait pour fonctionner. Leurs interactions sont toutes intéressantes à suivre et en 8 films, leur dynamique ne s'essouffle jamais. Même si Ron a une personnalité qui colle plus avec Poufsouffle et Hermione qui colle plus avec Cerdetle, en vrai, ça marche. Les personnages évoluent au fil des épisodes, de leur 11 jusqu'à leurs 17 ans, sans se dénaturer et sans qu'en tant que spectateur, nous nous sentions perdus tant le personnage a été modifié. Ici, chacun reste lui-même, tout en prenant en maturité avec les années. Ron est moins débile, Hermione est moins insupportable, Harry est moins vantard, mais aucun n'a profondément changé, ce qui témoigne d'une écriture assez fine, juste et efficace. Étant plus jeune, j'avais l'impression de connaître ce trio, d'avoir ma place à leur côté et de prendre en maturité en même temps qu'eux. Je m'imaginais facilement dans la salle commune, blaguant avec Ron sur la dernière connerie de ses frères, explorant les tréfonds du château avec Harry en évitant les va-et-vient de Rusard, ou essayant de comprendre les principes de base de l'alchimie avec Hermione, m'expliquant, impatiente, que je possède de grosses lacunes en potions. Ce sont mes potes, ainsi que les potes de millions de spectateurs et lecteurs. Leur développement au fil des films est assez juste, chacun passant par des épreuves plus complexes et traumatisantes les unes que les autres. À la fin de la saga, on en vient à avoir un trio qui se demande comment est-il possible d'être heureux à un mariage au vu de tout ce qui se passe à l'extérieur. Ça peut paraître con, mais pour moi c'est très important comme évolution. Ils pensent ne plus avoir le droit d'être heureux. Leur mission et leur enjeu passent avant toute préoccupation extérieure. Oui, ça c'est bon, ça c'est de l'évolution de personnage, ça on veut, ça on s'abonne et on met la cloche. Voir ce trio avec lequel j'ai grandi perdre tout espoir et presque toute foi en l'humanité, c'est ce que j'appelle du développement de qualité. Passons maintenant aux personnages secondaires. Si l'univers de Harry Potter fonctionne aussi bien,
c'est parce qu'il est peuplé de personnages secondaires marquants, à défaut d'être toujours subtilement écrits. On ne va pas se mentir, la saga repose sur des archétypes assez grossiers, mais elle les manie avec une telle efficacité qu'ils en deviennent inoubliables. Prenons Dumbledore. Figure tutélaire, mentor bienveillant et stratège redoutable, il est fascinant précisément parce qu'il oscille entre ses différentes facettes. Dumbledore est de ces rares personnages de fiction qui dégagent un charisme immédiat, même lorsqu'ils font quelque chose d'aussi anodin que d'éteindre et rallumer une bougie avec la main. Mais sous son air de sage bienveillant se cache un manipulateur hors pair, qui, sous couvert d'un amour sincère pour Harry, passe 6 films à le préparer au sacrifice ultime. Il aime Harry, bien sûr, mais il l'aime un peu comme un joueur d'échecs aime sa reine, une pièce précieuse qu'il pourrait condamner à un moment. Se servir de lui comme appât ? Potter est un garçon, pas un morceau de viande. Et c'est là que la saga joue intelligemment avec la perception qu'on a de lui. Dumbledore est une figure paternelle, oui, mais c'est aussi quelqu'un qui a appris à aimer après avoir été, dans sa jeunesse, séduit par des idées assez peu recommandables. On aurait adoré que la saga explore davantage cette part d'ombre, mais même en l'état, il reste l'un des personnages les plus fascinants de l'histoire. Et non, on ne dira rien sur son traitement dans les Animaux Fantastiques. Rogue, lui, est peut-être le personnage le plus nuancé de la saga, ou du moins celui qui donne l'illusion de l'être. Présenté d'abord comme une caricature de professeur sadique, il se révèle au fil de l'histoire comme un homme prisonnier de son passé, dont chaque décision est dictée par une obsession maladive pour une femme qui ne l'a jamais aimé. On appelle ça la friendzone. L'arc narratif de Rogue est tragique, mais il repose sur une ambiguïté savamment entretenue. Est-il un héros incompris, ou juste un adulte toxique incapable d'aller de l'avant? Son amour pour Lily est romantisé, alors qu'il a quelque chose d'inquiétant en réalité. Un amour qui ne s'est jamais transformé en respect et qui l'a poussé à martyriser l'enfant même de celle qu'il aimait. D'ailleurs, ceux qui disent que Rogue, au fond, il aimait un peu Harry, non. Pour autant, il reste profondément humain, rongé par la culpabilité, coincé dans un rôle qu'il n'a pas choisi. Et quand on met tout ça bout à bout, on réalise que c'est un personnage d'une rare cohérence, dont la grandeur tient autant à ses failles qu'à ses actes héroïques. Quant à Sirius Black, il est bien plus qu'un parrain pour Harry. Il est son dernier lien avec sa famille, un guide, un refuge. Sa mort brutale au ministère de la magie brise cet équilibre fragile et plonge Harry dans une douleur indicible. Ce choc marque un tournant. Il n'est plus un adolescent en quête de repères, mais un individu confronté à la perte et à la nécessité d'avancer seul. Dans le monomythe de Joseph Campbell, dont nous avons déjà parlé, la disparition du mentor est une étape clé du parcours du héros. Comme Dumbledore plus tard, Sirius disparaît pour forcer Harry à affronter le monde par lui-même. Son décès signe la fin de l'enfance et l'entrée dans un âge où l'innocence n'a plus sa place. Et puis, il y a les autres figures d'autorité. McGonagall, dont la rigueur inflexible et le charisme naturel compensent largement son rôle finalement assez limité dans l'intrigue. Elle aurait mérité plus de temps d'écran, mais chacune de ses apparitions est un régal. Hagrid, lui, est l'exemple parfait du personnage qui fonctionne davantage par son capital sympathie que par sa pertinence dans l'histoire. C'est une bonne patte, touchante et attachante, mais soyons honnêtes, son jugement est catastrophique, et le fait que Dumbledore ait trouvé bon de lui confier un poste à responsabilité en dit long sur sa gestion des ressources humaines. Côté méchant, la saga continue dans le caricatural, mais avec un sens du spectacle indéniable. Voldemort, c'est le mal absolu, le tyran dépourvu de toute humanité, incapable d'aimer car issu d'un viol au filtre d'amour. C'est une force purement destructrice qui fonctionne justement parce qu'il ne cherche jamais à être plus que ça. Il n'a ni dilemme moral, ni ambiguïté, et dans un sens, ça le rend d'autant plus effrayant. Il ne doute jamais, ne vacille jamais. Bellatrix Lestrange, elle, est une sorte de Joker version sorcellerie, imprévisible, sadique et totalement incontrôlable. Son amour obsessionnel pour Voldemort aurait pu être un ressort dramatique intéressant, mais il reste sous-exploité. Elle est une excellente méchante, mais plus pour son énergie chaotique que pour sa complexité en tant que personnage. Et là, vient la vraie terreur de la saga. Dolores Ombrage, dont nous avons déjà parlé. Contrairement à Voldemort, elle n'a pas besoin de magie noire pour inspirer la peur. Son sadisme bureaucratique, son pouvoir institutionnel et son hypocrisie dégoulinante suffisent largement. Elle n'a pas besoin d'être subtile pour être efficace, et c'est précisément ce qui la rend aussi détestable. On en a tous connu une dans la vraie vie.
Enfin, on ne peut pas parler de Harry Potter sans évoquer les personnages qui donnent toute sa couleur à l'univers, à commencer par les jumeaux Weasley. Véritables électrons libres, ils sont à la fois une bouffée d'air frais et un rappel que le monde magique n'est pas que drame et prophétie. La famille au global est attachante, bien sûr, mais ces deux-là, ce sont vraiment les GOAT, concrétisant même leur rêve d'ouvrir un magasin de farce et attrape. C'est combien ça 5 galions. Combien pour moi 5 galions. Je suis votre frère. 10 galions. C'est terrible de se dire que l'un va devoir vivre sans l'autre. Pauvre George. Nous avons aussi Neville Londubat, maladroit et peu malin, qui montrera tout son courage lors de la bataille finale en faisant face au mange-mort sans sourciller, tout en décapitant Nagini de manière assez badass. Parlons aussi de Luna Lovegood, excentrique mais jamais idiote, qui apporte une touche de poésie bienvenue dans un monde souvent trop manichéen. Moi, si j'étais tu sais qui, je voudrais que tu te sentes complètement isolé. Parce que si tu es tout seul, tu deviens moins menaçant. Mais passons à Drago Malfoy, qui lui est un cas très intéressant. Conçu comme un rival, il n'est au final qu'un pion dans une guerre qui le dépasse. Fils à papa arrogant, il passe la moitié de la saga à jouer les petits tyrans, mais derrière ces airs de prince de sang pur, se cache un enfant pris au piège dans une idéologie qui n'est pas vraiment la sienne. Son évolution est frustrante parce qu'elle aurait mérité d'être plus creusée, mais elle est surtout tragique. À mesure que Voldemort étend son influence, on voit Drago passer de la suffisance à la terreur, incapable d'assumer le rôle que le destin, et surtout son père, lui impose. Et justement, Lucius Malfoy incarne tout ce que Drago tente d'être sans jamais y parvenir. Lui, c'est l'aristocrate froid et calculateur, l'opportuniste qui change de camp quand le vent tourne, mais qui reste avant tout obsédé par la pureté du sang et l'image de sa lignée. Contrairement à Voldemort ou Bellatrix, il n'est pas un fanatique. Il veut le pouvoir, oui, mais toujours sans se salir les mains. Le problème, c'est qu'à force de jouer sur les deux tableaux, il finit par tout perdre. Et c'est précisément là que la saga touche juste. Derrière l'apparente supériorité des Malfoy se cache une famille qui, au fond, n'a jamais eu le contrôle sur son propre destin. Harry Potter, c'est donc un condensé de figures marquantes qui n'échappent pas toujours aux stéréotypes, mais qui savent les transcender par leur simple présence. Les personnages sont caricaturaux, mais mémorables, parce que, peu importe leur complexité réelle, ce sont eux qui donnent vie à cette histoire. Et puisque Harry Potter repose sur ses personnages, encore faut-il qu'ils soient portés par des acteurs capables de leur donner vie. Et là, on touche à un paradoxe assez fascinant. Alors que la saga regorge de comédiens britanniques de haut vol, Alan Rickman, Ralph Fiennes, Gary Oldman, Maggie Smith, elle est pourtant portée sur ses épaules par Daniel Radcliffe. Et autant le dire tout de suite, ce n'était peut-être pas le meilleur choix. Alors, on ne va pas être trop dur, ou alors un petit peu, pour le sport. Il avait 11 ans en démarrant, et on peut difficilement attendre d'un gamin qui livre une performance digne d'un Shakespeare. Mais le problème, c'est qu'il n'a jamais vraiment progressé. Son jeu se résume à une palette d'expressions ultra réduite. L'air émerveillé, l'air vaguement inquiet, l'air très inquiet, et parfois une tentative de sourire qui ressemble à un bug d'animation. Prenons des exemples concrets. Dans l'Ordre du Phénix, pendant la scène de la mort de Sirius, moment tragique, moment clé, et Radcliffe qui hurle en silence, secoué par des mini-spasmes involontaires qui donnent l'impression qu'il vient d'avaler une choco-grenouille de travers. Ou dans Le Prince de Sang Mêlé, sa scène sous Félix Félicis où a priori il devrait être euphorique et malicieux, ça ressemble plutôt à une imitation approximative d'un mec qui découvre l'alcool pour la première fois. Sans parler des pinces. Et bien sûr, le prisonnier d'Azkaban et son mythique « Il était leur ami !» hurler avec la conviction d'un lycéen qui découvre son sujet au bac de théâtre. Il y a tellement de scènes où le mec est mauvais que je pourrais pas toutes vous les citer. Andorix ! Il est revenu ! Il est revenu ! Voldemort est revenu ! Heureusement, maintenant ce qu'il faut... Regardez-moi ! Tu as perdu, vieillard. Ce ne sont pas vos ressemblances qui comptent. Ce sont vos différences. Quel acteur!
Et pourtant, en VF, tout va presque bien, parce que Kélian Blanc, son doubleur français, a dû faire ce qu'on appelle un travail de rattrapage. Il injecte de l'émotion, il nuance ses intonations, il donne de la justesse là où Radcliffe semble encore en train de chercher son personnage. C'est simple, dans la version française, Harry Potter est un héros plutôt charismatique, dans la version originale, il est joué par Daniel Radcliffe. Et il y a quelque chose d'assez ironique dans le fait qu'un comédien de doublage ait mieux capté l'émotion d'un personnage que l'acteur lui-même. Ce n'est plus du doublage, c'est carrément du sauvetage en mer. He was that friend! Bien, cette parenthèse étant fermée, parlons maintenant d'une des plus grandes forces de Harry Potter, au-delà de ses quelques incohérences et de ses personnages, je parle bien sûr de la direction artistique. C'est même l'un des piliers qui fait tenir toute la saga debout. Visuellement, l'univers est cohérent, riche et parfois même plus évocateur que les dialogues eux-mêmes. Ce n'est pas juste un décor, c'est un monde qui existe avec ou sans ses personnages. Prenez Poudlard. Ce château est une œuvre d'art à lui seul, voire un être vivant. Il évolue d'un film à l'autre, parfois de manière flagrante, mais cela fonctionne à la perfection. Et si le château est un être vivant, chaque salle de classe en est un membre qui le compose. Par exemple, la salle des potions est un condensé d'alchimie visuelle. Bocaux poussiéreux, liquides étranges, lumière glauque, on sent presque l'odeur des herbes en décomposition à travers l'écran. La cabine de Hagrid, c'est pareil, un bric-à-brac de bois, de peaux d'animaux et de théières cabossées qui racontent le personnage sans qu'il ait besoin d'ouvrir la bouche. Le grand escalier qui change de configuration, le décor de la chambre des secrets, l'horloge immense avec la cour et sa petite fontaine, ou encore le pont suspendu, tous deviennent des repères iconiques. Sans oublier la salle commune des Gryffondor, cosy et chaleureuse, mais dont les lits semblent de plus en plus petits au fur et à mesure que les acteurs grandissent. Oui, visiblement, personne à Poudlard n'avait anticipé qu'un adolescent de 17 ans puisse mesurer plus d'1m70. Et je dois le dire maintenant, je trouve que Harry Potter, en termes de réalisation pure et dure, c'est pas fou. C'est même assez plat, ça se veut surtout efficace, sans grands élans de folie. Mais en termes d'atmosphère et de DA, c'est juste magnifique. Un autre détail qui illustre parfaitement l'attention portée à cet univers, le Saul Cogneur dans le troisième film. Introduit comme un simple arbre violent dans la chambre des secrets, il devient un marqueur visuel des saisons dans l'épisode suivant. Ses feuilles tombent, la neige s'accumule, il change de teinte, ce n'est pas juste un arbre, c'est une horloge visuelle, un repère temporel, discret mais efficace. Et des exemples de mise en scène subtile, il y en a plein dans la saga. Bon, majoritairement dans Le Prisonnier d'Azkaban, oui, mais on prend quand même. Rien que dans son ouverture, le film nous fait de la mise en scène calibrée. Parce que le troisième opus s'ouvre sur Harry, dans son lit, sous la couette, baguette à la main, concentré sur... Sur quoi exactement ? Officiellement, il fait de la magie en cachette. Officieusement, on est sur une allégorie de la masturbation adolescente d'une finesse, disons relative. La lumière vacille, il a l'air nerveux, et l'oncle Vernon qui débarque sans prévenir, c'est littéralement l'incarnation du parent qui entre sans frapper alors que l'ado découvre son corps dans un moment d'intimité. Voilà comment une simple scène d'ouverture devient à la fois un élément de récit et un clin d'œil complice au spectateur attentif. Autre exemple brillant, la scène du retour de Voldemort dans la coupe de feu. On est dans un cimetière entouré de statues sinistres, le sol est couvert de brume, l'ambiance est suffocante, et ce n'est pas un hasard. La mise en scène resserre progressivement l'espace autour de Harry. Plus Voldemort prend de l'assurance, plus la caméra se rapproche de lui, jusqu'à ce qu'on se retrouve presque nez à nez, avec Ralph Fiennes et ses narines inexistantes. Et ce design de ouf sa mère ! Ce n'est pas juste un duel de sorciers, c'est un écrasement psychologique. La mise en scène nous enferme avec Harry dans sa peur. Là où les 4 premiers Harry Potter sont réalisés par 3 personnes différentes, à savoir Chris Columbus, Alfonso Cuarón et Mike Newell, la saga s'offre un seul chef d'orchestre pour les 4 derniers épisodes. Dans l'ordre du Phénix, la salle sur demande est filmée avec des reflets et des jeux de miroirs, symbolisant le double jeu, le secret, la clandestinité. Nos étudiants qui avaient 11 ans quand on les a rencontrés sont aujourd'hui des adolescents rebelles qui en ont assez d'écouter les règles insensées des adultes, alors même que leur monde est entouré par de plus en plus de ténèbres fascisantes. D'où les filtres grisâtres des derniers films, qui donnent l'impression que Poudlard est devenu un internat pour gothiques dépressifs. Il participe à un monde qui s'assombrit autour de nos personnages. C'est peut-être moche, je ne vous l'enlève pas, mais ça a du sens. Sans oublier la séquence d'animation du Conte des Trois Frères dans les Reliques de la Mort partie 1, un chef-d'œuvre en soi.
Une narration simple, sublimée par une direction artistique qui rappelle les ombres chinoises, qui oscillent entre le conte pour enfants et la fable macabre. Un moment suspendu à la fois poétique et glaçant. Ce n'est pas pour rien que le 7 partie 1 est mon film préféré de toute la saga. Mais vous n'êtes pas prêts pour qu'on ait cette discussion. La musique est évidemment un autre pilier de cette immersion. John Williams, compositeur légendaire derrière les premières partitions, pose des bases très solides avec le désormais mythique thème d'Edwige, devenu aujourd'hui le thème principal de toute la saga. Cette mélodie à la fois féerique et mélancolique est un sortilège sonore à elle seule, tant elle arrive à être immédiatement reconnaissable dès les premières notes. Ce qui est fascinant, c'est la manière dont la musique évolue avec la saga. Dans Le Prisonnier d'Azkaban, Williams s'autorise des expérimentations. Il ajoute une chorale avec la scène du retour à Poudlard, ce qui est vraiment cool, même si je ne comprends pas la présence des crapauds, et ajoute des rythmes plus sombres qui annoncent le virage de la saga vers des thèmes moins enfantins. Plus tard, sous la direction de Nicholas Hooper et Alexandre Desplat, la musique devient plus grave, plus épurée, collant parfaitement à l'ambiance étouffante des derniers films. Et puis, il y a les scènes qui marquent à vie. La grande bataille dans le dernier film fonctionne si bien parce qu'on connaît chaque recoin de ce château. Quand les murs explosent, quand les statues s'effondrent, on ressent une perte personnelle. Ce n'est pas juste un champ de bataille, c'est Poudlard, putain. La salle sur demande envahie par les flammes démoniaques, le pont suspendu qui s'écroule sous les pas des mange-morts, la grande salle transformée en infirmerie de fortune. Chaque détail compte et chaque destruction fait écho à des souvenirs des films précédents. La mort de Rogue est un autre exemple de mise en scène poignante. Pas de grand duel épique, pas de tirade dramatique, juste une scène brutale, rapide, presque crue, tout en gardant les images gore hors champ. Nagini qui s'acharne pendant que Rogue agonise, c'est vraiment un passage du film où tu as mal pour le personnage, sans oublier ce contraste qui arrive directement après avec la délicatesse de Harry qui recueille ses souvenirs dans une fiole. Mais putain, c'est tellement beau et triste à la fois. Cette scène est très violente émotionnellement car elle brise l'image du personnage froid et distant pour révéler toute sa vulnérabilité au moment de sa mort. Et même si Rogue reste en globalité un type avec qui personne ici n'aimerait aller boire un verre, on est profondément triste pour lui. Enfin, la séquence de Harry et Dumbledore à King's Cross située entre la vie et la mort est une parenthèse d'une beauté visuelle et philosophique diablement efficace. Un espace immaculé de lumière blanche, sans artifice, où la mise en scène se réduit à l'essentiel. 2 personnages, un banc et des mots. Pas besoin d'effets spéciaux grandiloquents, juste une réflexion sur la mort, le choix et le libre arbitre. La simplicité de la scène la rend d'autant plus puissante. C'est beau, hein? Mais il y a aussi des trucs moins beaux. Pas beaucoup, mais il y en a. On va en évoquer un seul. L'apparition de Sirius dans la cheminée dans la coupe de feu est totalement ratée. L'idée est bonne, mais le résultat ressemble à une conversation Skype en 140p, version j'ai mis mon visage dans des braises incandescentes. Heureusement, l'erreur est corrigée dans l'Ordre du Phénix, où Sirius apparaît de manière plus fluide et naturelle, presque éthérée, renforçant son rôle de figure paternelle fantomatique pour Harry, en collant plus à la version apportée dans le roman d'origine, où le visage du personnage apparaît dans les mouvements des flammes de la cheminée. En somme, la saga Harry Potter ne se contente pas de raconter une histoire. Elle la sculpte visuellement, la façonne musicalement et l'ancre dans des détails que notre inconscient enregistre sans même s'en rendre compte. Chaque plan, chaque note, chaque objet posé dans un coin du décor participe à tisser un monde qui continue d'exister même après le générique de fin. Harry Potter est un peu un cours magistral sur comment créer un lore crédible sans avoir besoin de l'expliquer constamment. L'univers ne réside pas seulement dans les dialogues, il est dans la texture des murs, la poussière en suspension dans la lumière d'une salle de classe, les tableaux qui bougent, les détails minuscules qui donnent l'impression que Poudlard existe au-delà de l'écran. Et j'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais... merci Warner. Bon, et maintenant, il devient quoi l'univers de Harry Potter? Qu'est-ce qu'on fait après un succès comme celui-là pour continuer à ramener de la thune? Eh ben on fait comme tout le monde, des spin-offs inutiles. Parce que oui, Warner a bien compris qu'il tenait un filon en or et qu'il fallait absolument l'exploiter jusqu'à la moelle, quitte à traire la vache jusqu'au dernier millilitre de lait. Du coup, pas merci Warner. Mais une question se pose. Est-ce que Harry Potter est vraiment un univers qui se prête à l'expansion? Alors, ce point de vue-là, on doit être 2 à l'avoir, et je sais que c'est un avis très clivant, mais... je ne trouve pas que le monde de Harry Potter soit propice à faire un univers partagé. C'est une école.
juste une école. Elle est sublime, elle est vivante, pleine de mystères, mais c'est juste une école. Je sais que vous n'êtes pas d'accord et que vous voulez tous une série sur les maraudeurs, un film sur les origines de Voldemort, un autre sur les 4 fondateurs ou une histoire nous expliquant comment les parents de Hagrid ont fait pour s'accoupler. Mais moi, perso, je m'en fous de tout ça. J'ai eu l'histoire que je voulais avec les 8 films, je n'ai pas besoin de plus pour creuser cet univers davantage. Pour comparer, Star Wars se déroule dans une galaxie entière, avec ses planètes, son système politique, ses Jedi et sa rébellion. Il y a matière à créer de nombreuses histoires dans ce lore. Idem pour le MCU, qui explore des enjeux cosmiques, nous faisant maintenant visiter le fin fond de l'espace et du multivers. Là où ces franchises sont des terrains de jeu infinis, à côté Harry Potter ressemble à une maison de poupées bien décorée. C'est joli, c'est détaillé, mais une fois qu'on en a fait le tour, on se demande ce qui reste à explorer. Et c'est exactement le problème des Animaux Fantastiques, tiens, on en parle enfin. La trilogie tente d'élargir l'univers en nous emmenant à New York, Paris... Mais au final, est-ce qu'on y voit vraiment autre chose que des bureaux du ministère local, des ruelles sombres et 1 ou 2 animaux en CGI? Et je ne dirai rien sur l'enfant maudit, car pour moi, c'est même pas digne d'intérêt. J'ai lu de meilleures fanfictions, c'est vous dire. Le monde de Harry Potter fonctionne parce qu'il est contenu, cadré, structuré autour de Poudlard. Dès qu'on essaie d'en sortir, on se rend compte que c'est juste un château de cartes qui repose sur son ambiance et ses personnages, mais pas sur un véritable univers foisonnant. Alors, autant être clair, je ne ressens aucun besoin d'en voir plus. Je n'ai pas envie de savoir ce que fait un sorcier péruvien dans son quotidien, ni comment fonctionne la magie en Antarctique. Parce que Harry Potter n'a jamais été pensé comme un monde ouvert. C'est une aventure centrée sur un lieu unique et ses habitants. Et c'est très bien comme ça. Pas besoin d'en faire un Potterverse ou je ne sais quoi. D'ailleurs, vu l'état de la franchise aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde commence à arriver à la même conclusion. Harry Potter n'a jamais été un univers partagé et la Warner commence à en payer le prix. Les Animaux Fantastiques se sont écroulés après 3 films, faute d'intérêt du public, alors que la Warner avait initialement prévu une franchise de 5 opus. Je le répète, ce n'est, selon moi, pas un monde où on peut sans cesse découvrir de nouvelles époques, de nouveaux héros ou des intrigues tentaculaires qui se connectent entre elles. Et c'est probablement pour ça qu'ils en reviennent aujourd'hui à la seule chose qui fonctionne encore, un reboot pur et simple. Et avant de vous donner mon avis, ou plutôt mon a priori, sur cette future série HBO, laissez-moi vous raconter un rêve que j'ai fait il y a un peu plus de 10 ans. J'étais dans les locaux de la Warner, j'étais reçu par le CEO, avec une immense table, des baies vitrées, 10 pingouins autour, et j'étais là pour leur pitcher une idée. Donc j'arrive pour pitcher une idée à la Warner, et je leur dis, les gars, il faut absolument faire Harry Potter en série, avec une saison par livre. Au début, on peut faire des saisons de 6-7 épisodes, et à la fin, quand les livres deviennent plus gros, on peut faire un truc en 15-16 épisodes, quoi. Et je dis, ce serait une idée d'en faire. Et les mecs rigolent. Mais genre, ils rigolent en mode, ils en peuvent plus, quoi. Il y a un mec, il étouffe, il est en train de dénouer sa cravate. Il y en a un, il tape sur la table. Il y en a un, il pleure. Ils sont tous morts de rire. Et au bout de une bonne minute, le CEO de la Warner s'adresse à moi et me dit, mais petit con, on le sait. On va le faire. On attend juste que les gens soient prêts. Et finalement, avec ce rêve, je me rends compte que j'ai peut-être été un peu clairvoyant sur ce coup. Honnêtement, je ne ressens ni excitation démesurée, ni inquiétude particulière au sujet de cette future série. C'est un projet qui arrivera, quoi qu'il en soit, et qui sera forcément scruté sous toutes les coutures par les fans comme par les détracteurs. L'idée est plutôt bonne sur le papier, réadapter les livres en prenant le temps de se montrer plus fidèle, sans avoir à modifier l'intrigue afin que le tout puisse tenir en 2h30, c'est vraiment pas con. Le projet, sur le principe, n'est pas déconnant. On peut déjà voir les débats enflammés sur les réseaux sociaux à la moindre annonce officielle de casting, ce qui nous laisse penser à quel point Internet sera breakdown le jour de la sortie du premier épisode. Mais moi, ce qui m'intrigue le plus, c'est la direction artistique que va prendre cette future série. Parce que c'est là que tout se joue en réalité. Vont-ils tout réinventer de A à Z ? Est-ce qu'on aura un Poudlard complètement différent, avec une nouvelle architecture, de nouvelles couleurs, un design jamais vu pour les salles de classe, la grande salle et le terrain de Quidditch ? Vont-ils oser toucher à l'iconographie visuelle de la saga jusqu'à modifier la police d'écriture du titre Harry Potter ? Ça semble risqué, vu à quel point cet univers est ancré dans la pop culture. On a quand même un Poudlard de grande taille au Universal Studios.
Mais à l'inverse, garder exactement la même DA serait tout aussi étrange. Voir de nouveaux acteurs évoluer dans des décors quasi identiques à ceux des films pourrait donner une impression de répétition un peu dérangeante, voire même une sensation de redite plus que de renouveau. La solution sera sans doute un mix entre l'ancienne et la nouvelle DA, une sorte d'entre-deux qui réinvente sans trop brusquer, mais jusqu'à quel degré ? À quel point vont-ils modifier l'esthétique de cet univers sans perdre ce qui fait son charme ? C'est précisément là-dessus que je suis très curieux. Plus encore que le casting, le scénario ou la fidélité au livre, c'est cette nouvelle identité visuelle qui, toujours selon moi, définira si cette série aura une raison d'exister ou si elle restera une copie sans âme de ce que l'on connaît déjà. Et en vrai, j'aimerais pas être à la place des gens qui doivent trancher autour de ces questions. Bref, passons à la conclusion. Harry Potter, c'est un paradoxe. Une saga que je trouve imparfaite sur bien des aspects, son récit parfois bancal, ses personnages souvent archétypaux, son acteur principal qui joue comme un fer à repasser, et pourtant c'est aussi une saga qui m'est chère. Parce qu'au-delà des critiques, des incohérences et des maladresses, il y a quelque chose d'indéfinissable qui fait que cette histoire continue de résonner en moi, même des années après. Pourquoi ? Parce qu'il y a une magie. Et pas seulement celle qu'on nous vend dans l'histoire, non. Il y a une forme d'universalité dans Harry Potter, quelque chose qui parle à tout le monde. L'envie d'évasion, l'amitié, le passage à l'âge adulte, le besoin d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi. La recette est simple, presque évidente, mais elle fonctionne. La preuve, malgré toutes mes réserves, malgré mon regard plus critique aujourd'hui, j'ai des difficultés à en parler en mal. Je peux vous dire que je suis trop vieux pour ces conneries, que je m'ennuie en la regardant, ou que je déteste aimer Harry Potter. Mais si je déteste l'aimer, c'est bien que je l'aime. J'ai grandi avec cette saga. Comme beaucoup de gens de ma génération, j'ai découvert Poudlard à un âge où mon émerveillement était encore intact. J'ai suivi Harry, Ron et Hermione pendant une décennie. J'ai attendu la sortie des films, des livres. J'ai débattu sur des forums en théorisant sur la suite des événements. J'ai eu froid à minuit devant la Fnac des Champs-Élysées lors de la sortie du dernier tome. En gros, oui, j'ai fait partie de ce raz-de-marée culturel qui a marqué les années 2000. Et même si aujourd'hui je ne ressens plus la même excitation, même si je trouve que certains films vieillissent moins bien que d'autres, je ne peux pas effacer tout ce que Harry Potter a représenté pour moi et tout le bonheur qu'il m'a apporté. Parce que, au-delà de ses défauts, la saga a été une porte d'entrée vers d'autres univers, d'autres façons d'appréhender le cinéma et la fiction. Elle a contribué, parmi tant d'autres œuvres, à façonner ma cinéphilie. C'est une saga que je regarde désormais avec plus de recul, avec moins d'enthousiasme, mais toujours avec une certaine tendresse. Une saga qui, malgré ses maladresses, malgré tout ce que je peux lui reprocher, fait partie de moi. Alors non, je ne suis pas un Potterhead. Non, je ne ressens plus cette impatience à l'idée de replonger dans cet univers. Et oui, aujourd'hui je peux facilement en voir les limites. Mais il y a néanmoins quelque chose d'indélébile entre Harry Potter et moi. Ce frisson en entendant les premières notes de musique, cet émerveillement en revoyant Poudlard se dresser au loin dans le premier film, ce plaisir coupable que j'ai apporté une écharpe Gryffondor chaque hiver, ou cette joie d'explorer moi-même les couloirs du château dans Hogwarts Legacy, malgré toutes les limites que peut avoir ce jeu vidéo, peut-être que c'est ça, au fond, la vraie magie d'Harry Potter. Pas la magie des sorts, pas celle des combats contre Voldemort, mais celle des souvenirs qu'on y associe, comme une vieille connaissance avec qui on ne partage plus grand-chose, mais dont on garde tout de même un sentiment qui réchauffe le cœur. Voilà, c'est tout pour moi, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Prenez soin de vous, à très bientôt. Salut!